Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis chez Alema Pro, donc je les laisse se présenter toutes seules. On va aborder la thème de comment s'installer pour être un coach et hypnothérapeute. Bonjour, je me présente, Alima Pro, j'ai 38 ans, j'ai fait une formation en coaching en 2020 et je suis également certifiée en PNL et en hypnose. Parfait, très bien. Écoute, dis-moi comment c'est passé, qu'est-ce que t'a poussé en fait de t'installer, de commencer déjà, peut-être de choisir ce métier, quel est ton parcours? Alors en fait, avant ce métier, j'étais chef de projet et depuis plusieurs années, j'étais pas bien dans mon métier. Je continuais à aller travailler mais sans grande conviction, avec des arrêts de plus en plus souvent parce que j'étais à la limite du burn-out. J'étais dans une situation professionnelle qui ne me convenait pas du tout et je continuais parce que j'avais pas trop envie de me remettre en question et de me poser des questions. Et il y a 2 ans, brutalement, j'ai perdu mon papa du jour au lendemain. Et là, le burn-out qui était, j'étais à cette limite-là, je l'ai franchi. Et là, je me suis retrouvée dans un arrêt long au niveau professionnel. Et pour m'en sortir, j'ai commencé à avoir des psychologues, à essayer plein de méthodes, le MDR, l'hypnose. Et en fait, en essayant des méthodes, je me suis vraiment rendu compte que l'hypnose, c'était ce qu'il me fallait. Ça m'a vraiment permis de franchir un énorme cap et de me rendre compte aussi que ce mal-être était lié au fait que j'étais pas à ma place. J'étais pas du tout moi dans ce métier-là, j'étais pas du tout moi dans ma vie, je passais complètement à côté de ma vie. Et cette remise en question m'a amené à me questionner sur le plan professionnel. Et là, j'ai décidé de voir un coach et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et en commençant à travailler sur moi, mes valeurs, qui je suis, je me suis rendu compte que vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était ça, c'était d'accompagner d'autres personnes, les aider à évoluer. C'est d'ailleurs ce que j'aimais déjà dans le métier auparavant, c'était vraiment ça, aider les autres à évoluer, à trouver les réponses en eux et à se sentir de mieux en mieux en fait. Donc cette écoute que j'avais, cette empathie déjà, j'ai trouvé le métier dans lequel je pouvais vraiment les mettre à profit et ne plus avoir l'impression d'aller travailler. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes, ils ont passé par un moment de je ne peux plus, ce n'est plus possible. Ils ont testé beaucoup de techniques et finalement ça les a amenés à avoir ce métier et leur regard, je trouve qu'il est beaucoup plus juste, beaucoup plus important parce qu'ils savent, tu sais qu'est-ce qui vit la personne en face de toi, tu as passé par là et tu as pu tout simplement tu sais qu'est-ce qu'il ressent vraiment. C'est pas juste je me mets à votre place, j'étais à votre place. Et dis-nous s'il te plaît où tu pratiques, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en distanciel, voilà, comment ça se passe Alors aujourd'hui, je pratique en cabinet, j'ai un cabinet physique et je pratique également à distance. Donc j'ai des gens que je suis en hypnose et également le coaching. Alors le coaching, puisque je l'ai développé essentiellement par les réseaux sociaux, aujourd'hui 80% des personnes que je suis en coaching sont des personnes avec qui je travaille à distance. Pour l'hypnose, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt 80% des personnes en présentiel. C'est pas forcément une volonté, mais c'est vrai que je remarque en tout cas sur le coaching, c'est plus facile pour les gens de se faire accompagner à distance, alors que l'hypnose fonctionne aussi bien à distance qu'en cabinet. Et il y a cette démarche qui est là. Pour moi, en tout cas, c'est aussi intéressant d'accompagner à distance qu'en présentiel parce que je vois bien que les résultats sont les mêmes. Dis-nous, Alema, s'il te plaît, par quoi, si la personne, si un futur thérapeute veut tout simplement commencer, on parle de hypnothérapeute et coach qui utilise les techniques d'hypnothérapeute parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui font que de l'hypnothérapie, il y a que des coachs qui font que du coaching, qui ne sont pas du tout formés
en hypnose, même si je sais que c'est un grand plus dans la manière de parler avec la personne, de poser des questions, de faire son anamnèse, donc le questionnement. Par quoi, pour le choix d'un centre de formation, déjà, est-ce qu'il faut, à ton avis, est-ce qu'il faut avoir les diplômes, la formation, comment choisir, si tu peux donner quelques conseils aux personnes qui souhaitent de s'installer, au moins de commencer ce projet-là. Alors effectivement, là, les diplômes ne sont pas obligatoires dans notre métier. D'ailleurs, on ne parle pas de diplôme mais de certificat. Moi, je recommande en tout cas vraiment de le faire parce qu'on apprend énormément de choses dans ces formations-là. On apprend sur soi aussi, c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation, dans ces formations-là, on prend le statut du thérapeute et aussi du client. Et c'est hyper important parce qu'on travaille sur soi et plus on fait du travail sur soi, plus aussi derrière on apporte quelque chose de qualité aux personnes qu'on accompagne pour pas être toujours aussi dans cet effet miroir. Le but c'est de nous aussi partir d'une page blanche avec les personnes. Dans le choix des écoles, moi ce qui a été déterminant pour moi c'était les labels parce que comme le diplôme, le certificat n'est pas obligatoire, il y a des écoles qui n'ont aucun label, alors qu'il y a des écoles qui sont certifiées par des organismes tels que ICI, NGH pour l'hypnose. Enfin, voilà, j'ai regardé les organismes. Il y a aussi beaucoup de formations en ligne. Ça, c'est vraiment personnel. Sur l'hypnose, en tout cas, et la PNL, pour moi, c'est très important de faire des formations en présentiel. Parce que sur l'hypnose, on est dans de la pratique, on voit ce que c'est un état de transe. La PNL, c'est pareil, on voit des modifications au niveau corporel qu'on ne verra pas à distance. Sur le coaching, c'est un petit peu différent. Effectivement, je pense que là, on peut faire les deux. Toujours pareil, en ayant la certitude que c'est une formation qui va nous convenir. Aujourd'hui, on peut accéder au programme. Donc, regardez vraiment les différents programmes et chercher ceux qui font sens pour nous. Moi, comme je m'étais déjà fait coacher aussi, je cherchais quelque chose qui ressemblait aussi à un coaching que j'avais eu parce que je me trouvais super. Donc je voulais pouvoir travailler sur les valeurs, travailler sur les croyances limitantes. Faire de la PNL, c'était pour moi indispensable aussi, notamment pour ce que tu disais, l'anamnèse et le questionnement. Donc sur le choix de l'école, voilà ce que je dirais aussi qu'on peut ajouter derrière, c'est beaucoup de lecture. J'ai lu énormément de livres. En formation, on nous conseille des livres, donc ça c'est très intéressant. Et à côté de ça, j'ai envie de dire déjà, avant même de commencer les formations, il y a un sujet qui vous intéresse, l'analyse transactionnelle ou la PNL, il ne faut pas hésiter à lire des livres sur aussi la thérapie brève, ce genre de choses. Enfin, la lecture, ça permet aussi d'étoffer les connaissances en plus de la formation. Très bien. Oui, effectivement, je rejoins Alima parce que je ne suis pas hypnothérapeute, mais j'ai fait d'autres formations et je trouve que c'est très enrichissant et important. Et la première chose qu'on aborde toujours, c'est le travail personnel parce que durant les formations, on s'entraîne l'un sur l'autre et c'est très enrichissant, on comprend beaucoup de choses et on sort déjà nous-mêmes des formations. On est différent, on est toujours différent, quoi qu'il arrive. C'est très enrichissant et la lecture c'est très important aussi et beaucoup de personnes ne pensent pas, elles pensent que la formation ça suffit, mais on n'arrête jamais de se former, on n'arrête jamais de se développer. D'ailleurs on voit très vite, autant que client, on ressent très vite est-ce que la personne elle s'intéresse toujours à son métier, ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle fait, ou elle est restée comme elle était il y a longtemps. Voilà, tout qui évolue, les études montrent il y a des études qui montrent d'autres choses et qui peuvent être utilisées dans la pratique. D'accord, très bien. Donc, je voudrais te poser la question par rapport à l'hypnose et coaching. Est-ce que pour toi, par exemple, qu'est-ce qui est déjà pour toi le plus important? Est-ce que tu es vraiment coach qui utilise l'hypnose comme un outil? Ou tu es plutôt l'hypnothérapeute qui utilise du coaching pour faire progresser la personne? Est-ce que peut-être ça a évolué? Au début, c'était l'hypnose et après le coaching. Voilà. Dis-nous un tout petit peu comment c'est passé pour toi. Je te remercie pour cette question. Effectivement, dans les deux, ça me sert. En fait, dans mes coachings, il m'arrive de faire appel à l'hypnose, pas toujours, ou parfois de la PNL. Ce que je trouve être le plus judicieux pour la personne,
il faut qu'elle ait envie aussi, il faut qu'elle soit réceptive, qu'elle ait envie en tout cas d'aller explorer cette technique. Donc oui, l'hypnose et la PNL, j'utilise dans mes coachings. Et à l'inverse, effectivement, en cabinet, c'est pas la même démarche, on n'est pas sur un accompagnement global, hein. On est plus sur un besoin ponctuel de changement, par exemple d'addiction, hein, d'arrêter le sucre, de me gérer les émotions, on est sur quelque chose de plus ponctuel. Et le coaching me sert aussi, en fait, sur mes séances d'hypnose, parce qu'il y a toute une partie qu'on appelle, nous, l'anamnèse, où il y a un questionnement qui permet à la personne de conscientiser, de prendre conscience de sa problématique et de voir déjà comment elle pourrait l'aborder différemment, comment elle pourrait modifier sa perception, comment elle pourrait déjà mettre des solutions. Parce qu'en hypnose, on va travailler avec l'inconscient, et c'est important aussi que le conscient soit OK pour ce travail-là et pour voir déjà comment on peut voir les choses différemment à un niveau conscient. Donc en fait, dans les deux sens, tout ce que j'ai fait comme formation me sert. Autant dans le cabinet sur l'hypnose, autant sur le coaching, ce que j'ai vu en hypnose et en PNL me sert. Les deux se ressemblent. Sur le démarrage, effectivement, au départ, j'ai fait essentiellement de l'hypnose parce que j'ai un cabinet et que c'est plus facile aussi pour les gens d'aller sur des demandes ponctuelles, en réalité. Aller voir une hypnothérapeute pour arrêter de fumer, pour arrêter le sucre ou perdre du poids, c'est ce qui revient beaucoup, ou mieux gérer sa situation. On vient plus facilement dans un cabinet. Le coaching, c'est une autre démarche, c'est plus un changement global. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai développé plus dans le temps. Après, voilà, c'est moi et moi. J'ai la sensation, en tout cas, que sur le coaching, on a besoin de plus de connaître la personne pour qu'elle nous accompagne. Donc, qu'elle soit plus présente. Alors, moi, pour le coup, ça a été réseaux sociaux, ça peut être autre chose. En tout cas, on a plus besoin pour le coaching de se faire connaître et de prendre le temps. Et aujourd'hui, sur mon activité, je suis bien 50-50. Je fais 50% d'hypnose et 50% de coaching. Et j'aime faire autant l'un que l'autre. Voilà. C'est une démarche qui est différente et qui est intéressante dans les deux cas parce que le but, c'est du changement. Et justement, suite à ça, je voudrais te poser la question on n'ose pas parfois de demander combien de temps il te fallait justement pour déjà, est-ce que tu as pris ton cabinet tout de suite? Est-ce que tu as commencé par le travail en présentiel, au contraire à distance? Et combien de temps il te fallait pour se sentir à l'aise déjà professionnellement? Et également, ce qui intéresse beaucoup de thérapeutes qui veulent par exemple quitter leur travail ou qui veulent faire ça en parallèle, combien de temps il te fallait pour... Je sais que c'est toujours la question de la personnalité de la personne, mais c'est la question que je pose tout le temps. Effectivement, combien de temps il te fallait aussi pour te sentir financièrement à l'aise aussi dans ton métier, que dire que oui, je peux en vivre et je peux continuer à faire ce métier. Alors pour le coup, effectivement, ça dépend aussi des personnalités. Une fois que quand j'ai su que je voulais faire ce métier-là, j'ai même pris le cabinet avant d'avoir terminé les formations. Pour le coup, je suis allée très vite. J'avais le cabinet, mais pas encore fait la formation. Donc j'étais vraiment déterminée et au départ à faire que du présentiel. C'est vraiment ce que je voulais faire au départ, que du présentiel. J'avais envie de voir les gens, surtout après une année de Covid, travailler avec des équipes à distance. J'avais qu'une envie, c'était de voir des êtres humains pour le coup. Donc j'avais déjà ce cabinet une fois que j'ai terminé la formation, du coup je me suis lancée. Le début, effectivement, forcément, en tout cas pour moi, beaucoup de doutes, d'appréhension. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais vraiment aider les personnes? Est-ce que je vais y arriver? Donc toutes ces phases de doute, je les ai eues, effectivement. Et puis ce qui a déclenché autre chose, ça a été les premiers retours positifs, de voir des résultats sur les personnes que j'ai accompagnées, de commencer à avoir des retours et de voir des personnes qui me disent c'est super, c'est génial. Au bout de 2-3 mois, commencer à avoir un premier bouche à oreille, des gens qui viennent de la part d'une autre personne. Et pour ma part, ça s'est fait quand même plutôt rapidement parce qu'au bout de 6 mois, en tout cas moi, c'était satisfaisant au niveau du nombre de rendez-vous et au niveau financier. Après, c'est toujours pareil, c'est où on se place au niveau financier. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un objectif. C'est quelque chose qui m'a bien appris la PNL.
C'est si on ne sait pas où on va, comment on fait pour être satisfait de là où on est arrivé en fait. Et moi, je m'étais fixé vraiment un objectif. Je m'étais dit, ben voilà, j'avais droit à Pôle emploi pendant 2 ans, puisque j'avais quitté mon emploi en rupture conventionnelle. Et en fait, je m'étais dit, dans 6 mois, au bout de 6 mois, je ne veux plus du tout dépendre de Pôle emploi. Et au bout de 6 mois, ça a été le cas. J'avais assez de rendez-vous et assez de clients pour ne plus avoir besoin de Pôle emploi et être capable d'être autonome sur mon cabinet. Et sur le développement du coaching, au début, j'ai eu quelques rendez-vous de coaching et c'était quand même l'hypnose qui prédominait. Par contre, au bout de 6 mois, effectivement, je me suis dit, j'ai envie aussi de faire du coaching. Et là, je me suis mise à développer. J'ai trouvé le moyen de développer par les réseaux sociaux. Il existe sûrement d'autres moyens, mais moi, voilà, c'était le truc que j'avais envie de faire. Et ce qui me plaît bien là-dedans, c'est que pour le coup, les gens qui viennent sont des personnes qui vibrent comme moi. On est alignés sur des choses où on se ressemble, où il y a une histoire commune, où il y a un passé commun parfois. Et c'est d'autant plus facile de les accompagner parce que je suis aussi passée par ces étapes-là et par ces moments de la vie. Tu as commencé déjà à parler de ça justement par rapport à communication. J'ai entendu qu'effectivement toi c'était principalement les réseaux sociaux. Maintenant justement avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseilles en fait d'utiliser que les réseaux sociaux, utiliser par exemple le réseautage comme en sorte de réunion des entrepreneurs, que ce soit général ou thérapeute. Est-ce que le cabinet justement physique, il peut apporter plus de monde parce que tu as un lieu physique? Voilà, une communication. Qu'est-ce que tu conseilles vraiment à une personne qui veut se lancer justement dès le début? Après, je sais que le bouche à l'oreille marche très bien, mais vraiment dès le début, qu'est-ce que tu conseilles sur qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors sur ce que je conseille, c'est toujours je vais revenir à cette histoire d'objectif. Ça dépend de quel est notre objectif au départ en fait. Est-ce qu'on veut développer rapidement? Est-ce qu'on veut prendre son temps aussi pour être à l'aise? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est ok pendant 2 ans de travailler que sur du bouche à oreille, de ne pas faire de publicité, parce qu'ils ont aussi envie de prendre du temps. Et pour eux, être à l'aise, ça demande aussi de ne pas avoir énormément non plus de personnes au cabinet ou énormément de personnes à distance. Donc ça dépend aussi beaucoup de l'objectif. Et pour moi, la priorité, là aujourd'hui, je dirais que c'est d'être à l'aise avec les outils. Parce que les outils, là, on n'existe plus. On peut faire que du bouche à oreille, on peut faire que des réseaux sociaux. J'en vois aussi des personnes qui ne font que du distanciel, qui n'ont pas de cabinet pour qui ça marche très bien. Donc il y a comment je me sens. En tout cas, faire par exemple des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui marche, si on n'est pas à l'aise, je dirais qu'il ne faut pas le faire. Le plus important, c'est vraiment pour moi d'être à l'aise avec les outils et de savoir où on veut aller. Si effectivement je veux tripler ma clientèle en 6 mois, je vais trouver les outils adaptés à ça, parce qu'il y a de la publicité payante en ligne, il y a aujourd'hui plein d'outils et c'est des choses qui fonctionnent, la publicité payante en ligne. J'ai eu fait ponctuellement, ça marche très bien. Après, il faut effectivement avoir cette envie aussi de développer vite. C'est pas toujours le cas, parfois on a envie de prendre le temps, de faire d'autres formations. Donc oui, les réseaux sociaux, ça marche. Le cabinet, c'est vrai que c'est une vitrine qui amène du monde aussi, parce que moi je suis dans un cabinet avec des médecins, avec plein de spécialistes. Donc il y a un côté rassurant qui est réel. Et en même temps, je vois bien qu'effectivement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui arrivent à aussi rassurer par les réseaux sociaux, parce qu'on se met beaucoup en avant, on parle de nous, donc on exploite aussi beaucoup notre image, qui permet aux autres aussi de voir qui on est, comment on fonctionne et d'avoir envie ou pas de venir avec nous en fait. Donc moi en termes de conseils, je dirais voilà, il y a vraiment plein d'outils en termes de communication, c'est d'aller vers les outils, en tout cas d'essayer des outils et d'aller vers ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise en fait. Moi j'ai essayé plein de choses et il y a des choses que je fais plus aujourd'hui parce que ça me convient pas et j'ai trouvé des outils avec lesquels je suis vraiment super à l'aise. Et c'est pareil, sur le cabinet, pas cabinet, c'est est-ce qu'aussi se poser la question, est-ce qu'on a envie d'accompagner des gens en les voyant en présentiel, en les voyant dans le cabinet, ou est-ce que ça nous va aussi d'être derrière une caméra? Est-ce qu'on est à l'aise avec cette idée-là en fait? Je te remercie pour ces réponses, effectivement je le trouve très pertinent.
très pertinent parce que c'est vrai que l'objectif il compte beaucoup. C'est très très important parce qu'effectivement il y a des personnes qui veulent faire des formations, comme tu as bien dit, ou prendre son temps justement pour se sentir à l'aise, et d'autres qui ont besoin tout simplement d'avoir tout de suite plus de clients pour pouvoir en vivre. Et justement, à la fin, je voudrais bien te poser la question, ça y est, je veux me lancer, imaginons, je veux me lancer, la personne qui nous écoute veut se lancer, ça y est, j'ai fait mes études, mes formations, en tout cas les formations de départ, je sais qu'est-ce que je veux faire, et si par exemple je veux faire exactement le même métier que toi, par quoi je dois commencer? Ça y est, j'ai mon diplôme. Bon, le numéro de SIRET, oui, effectivement, c'est important. L'assurance, c'est important. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, tout simplement pour toi. Alors, faire ce que moi, j'ai pas fait. Non, pour le coup, avec du recul, effectivement, faire ce que j'ai pas fait. Et qui fonctionne aussi, hein, c'est de se dire quelle personne j'ai envie d'accompagner en fait. Et en fonction de ça, derrière va se découler aussi sur est-ce que je travaille en cabinet, est-ce que je travaille à distance, quel est mon client, mon cœur entre guillemets, quelle est la personne vraiment que j'ai envie d'accompagner. Est-ce que c'est des gens qui ont envie de changer de vie, est-ce que c'est des gens qui ont envie d'arrêter de fumer, de perdre du poids. On parle beaucoup de la spécialisation aujourd'hui, et moi au début j'avoue que je me disais oh, on peut faire de tout. Et en fait je me rends bien compte qu'en étant partie comme ça fonctionne, et en même temps il y a un moment j'ai attiré toujours à peu près le même type de personnes. Et comme un appel qui me disait effectivement c'est ça ta zone où toi t'es bien, où tu arrives vraiment à créer des déclics chez les autres, etc. Donc en fonction de ça, vous dire voilà, qui j'ai envie d'accompagner, ça va vous aider aussi à savoir derrière, est-ce que je fais plus du cabinet, est-ce que je fais plus des réseaux sociaux, où est-ce qu'ils se trouvent ces clients-là, et quelle est leur problématique, et est-ce que moi ça me fait vibrer, est-ce que ça ressemble à mon histoire, est-ce que j'ai quelque chose à apporter là-dedans, parce que plus c'est confortable, plus on a confiance en soi quand on accompagne les gens aussi, et plus on est à l'aise dans son métier. À titre de contre-exemple, quelqu'un qui est alcoolique, je me sens pas du tout à l'aise avec ça, je peux l'accompagner, mais en tout cas je suis pas à l'aise avec ça, donc ça va pas être évident aussi pour moi d'accompagner cette personne. Je vais peut-être quand je débute le métier pas être dans une situation confortable parce que ça me parle pas, je peux quand même le faire, mais en tout cas quand on débute, si on sait qui on a envie d'accompagner, pour ma part c'est plus facile aussi d'être en confiance en fait. Allez, mais est-ce que tu voudras rajouter quelque chose? Peut-être je n'ai pas pensé à te poser des questions, quelque chose qui te sent, tu penses, d'être pertinent, intéressant pour les futurs praticiens. Oui, alors je voudrais rajouter que je me rends compte aujourd'hui que c'est très important en fait d'incarner le changement qu'on veut voir chez les autres en fait, le changement pour lequel on veut accompagner les autres. Moi pendant longtemps ça m'a bloqué en fait, je pense au coaching, je voulais accompagner des femmes pour qu'elles aient une vie pleine de sens, une vie épanouissante, qu'elles aient confiance en elles, et en même temps j'osais pas me montrer à la caméra, j'avais du mal à faire des réels, à parler de moi, etc. Et avec cette image, même une vidéo de moi sur YouTube, c'était compliqué. Et ce qui a été le déclic à un moment donné, c'est de me dire, toi tu veux qu'elle ait confiance en elle, et en même temps, toi, t'arrives pas à le faire. Donc ça a été un gros déclencheur, effectivement, quand moi j'ai osé le faire, et que j'ai renvoyé aussi ça, cette confiance, cette aisance, là j'ai commencé aussi à m'attirer des personnes qui vibraient comme ça, et qui avaient envie d'incarner ce changement-là. Donc pour moi, ça c'est important. Et parfois, on n'arrive pas à dépasser ce blocage et cette peur, et c'est ok. Il ne faut pas hésiter quand on est coach ou praticienne en hypnose, à se faire accompagner, en fait, soit toute seule aussi, à faire cette démarche d'aller voir un coach, de trouver quelqu'un qui a eu la démarche ou qui a eu l'évolution qu'on aimerait bien avoir, aller se faire accompagner ponctuellement pour aussi dépasser nos propres peurs, nos propres croyances, que l'accompagnement crée aussi parfois chez nous. Voilà ce que je dirais pour terminer.
Idéalement, on peut te trouver parce que effectivement, il y a des personnes qui vont nous écouter juste pour avoir des informations, comment s'installer et ton expérience. D'autres peut-être qui voudront prendre le contact avec toi ou te suivre sur les réseaux sociaux ou regarder juste par curiosité ton site parce que je sais très bien qu'on a tous fait ça. On peut te trouver parce qu'il y a par exemple des plateformes sur lesquelles on peut voir dans les commentaires et d'autres qu'on peut juste entendre les informations. Alors, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon compte c'est Être épanoui, avec 2 E, Être E et épanoui E, attaché. Sur Facebook, avec mon nom, Halima Pro, donc Halima, Pro, Praud. Et j'ai un site internet, coachinghypnose33.fr. Et mon cabinet se trouve donc à Lormont, à côté de Bordeaux. Je voudrais vous remercier pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me le poser. Vous avez tous mes contacts ou sur mon site. Et si également vous voulez que je pose des questions à un des professionnels que je ne connais pas, n'hésitez pas de me faire des suggestions aussi. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.